Boudard de l'association Une Bibliothèque pour la Psychanalyse va vous faire une annonce sur une manifestation qu'il va bientôt honorer avec la présence de Pierre de Lyon. Il va vous faire l'annonce. Donc c'est le mardi 24 février à 18h. On invite du coup Pierre de Lyon, qui est un médecin psychanalyste et qui viendra parler d'un livre qu'il a écrit qui est Hiérarchie et institution. Et voilà, c'est ouvert à tout le monde, c'est 5 € d'entrée. Et ce sera au centre socioculturel Gentiana, c'est 90 avenue Machine. Je ne sais pas si vous connaissez, ou est-ce que c'est nécessaire que je le note au tableau? Ouais, ok. Oui, note-le. Ouais, je note. Tiens, vas-y. Mets-le en assez grand, hein, parce que... Ouais. Il est lillois? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, ouais, ouais. Bah, il était, ouais. Ouais. Oui, il était, maintenant il est à la Voilà. retraite, Il il est est en plus, retraite maintenant, mais il il est était plus lillois. professeur émérite de psychiatrie à l'Université de Lille. Voilà, il a écrit plein de livres sur la psychothérapie institutionnelle. Euh, qu'est-ce que je dis? Ouais, juste. Je suis trésorier de l'asso, je mets juste ça. C'est 5 €. Voilà. Ça nous sert surtout à payer les charges de la salle. Merci, Simon. Donc moi je vais commencer. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, hein. Je suis le docteur Hervé Vallée, je suis médecin spécialiste de psychiatrie de l'enfant. Voilà. Et donc, et psychanalyste. Et donc je fais cet enseignement, ce séminaire depuis très longtemps, depuis 1989. Et je l'ai commencé au CHU de Tours, dans des salles que nous donnait l'hôpital, quand j'étais interne. Et après, on a migré, comme j'ai enseigné ici, j'ai migré vers cette université où on me donne des amphithéâtres, des salles, pour mes conférences chaque année. Voilà pourquoi je suis ici. Et donc, depuis le début, effectivement, on a fait beaucoup de séminaires, pratiquement tous les séminaires de Lacan, presque tous, sauf celui qui concerne James Joyce, parce que celui qui concerne James Joyce, ça supposerait que les gens aient lu Ulysse de James Joyce, et je pense que la plupart ne l'auront pas lu, donc on ne peut pas le faire. Si Ulysse n'a pas été lu, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est à peu près le seul qu'on n'ait pas fait. Mais on a fait même les plus difficiles, comme RSI, qui est un enfer. On l'a fait. Voilà. Je ne le ferai pas, mais bon, on l'a fait. Et puis, chaque année, on fait un séminaire différent. Alors, on ne le fait pas en entier, parce que il y a longtemps, je faisais beaucoup de séances. Je faisais 13, voire 14, voire 15 séances dans l'année. Mais maintenant, je ne fais plus ça, j'ai la flemme. Et donc, je fais je faisais 10 séances et après 8, et là c'est 6. Alors là, maintenant, je n'irai pas à moins que ça. Mais 6 séances pour un séminaire énorme comme le séminaire Le désir et son interprétation, évidemment, c'est pas suffisant pour le faire en entier. Mais ça n'empêche qu'on peut l'aborder de manière très consistante quand même, hein. Les chapitres, je les ai choisis assez soigneusement quand même, pour que ça donne une idée quand même de l'ensemble du bouquin, de ce séminaire. Tout en rappelant pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Lacan, que Lacan n'a rien écrit du tout, hein. Tous ces bouquins-là sont des bouquins qui sont des transcriptions de ce qu'il racontait, lui, en parole, à Paris, à la Sorbonne, à Normale Supérieure, à l'hôpital Sainte-Anne, etc., où il faisait ses conférences. Et ça a été transcrit par des gens qui avaient enregistré, qui avaient des vidéos, etc., par son genre. Parce que lui, Lacan, il avait une caractéristique assez étonnante,
qu'on rencontre pas rarement, il ne voulait pas être publié. C'est plutôt rare. Les gens se battent pour être publiés plutôt, s'écharpent pour être publiés, ils donneraient corps et âme pour être publiés. Eh ben, Lacan, c'était tout le contraire, il ne voulait pas. Et il disait, la publication, c'est la poubellication. Il appelait ça comme ça. Hein. C'est la poubellication. Ça va à la poubelle, ça n'a aucun intérêt. Et puis surtout, ce qui l'ennuyait, Lacan, c'était que il disait que quand on publie quelque chose, ça fige un discours. Et alors, on peut plus disserter sur ce discours, quoi. On peut plus, vous voyez ce que je veux dire, hein? On ne peut plus tellement en parler parce qu'il est cristallisé sous la forme de l'écriture. Mais son gendre a fini par le convaincre, peu avant qu'il meure, hein, quand il était déjà très déliquescent. Il a accepté passivement d'être publié, mais il ne le voulait pas. Et ça lui plaisait pas du tout. Mais heureusement qu'il l'a été quand même, parce que maintenant, ça nous permet d'avoir un peu son œuvre, quoi. Pas tout, hein, pas tout, mais la plus grande partie, puisqu'il a commencé à être ses séminaires en 1953, jusqu'à 1981, l'année de sa mort. Voilà. Donc il a fait des séminaires tous les ans. Alors à la fin, c'était un petit peu dégradé. À la fin, c'était juste une lettre. Hein. Le dernier séminaire, c'était juste une lettre de dissolution de son école. Il a dissous son école, il a fait une lettre, c'était son dernier séminaire. Voilà. Et il est mort en 1981. Donc là, cette année, nous faisons un séminaire qui s'appelle Le désir et son interprétation, qui est un séminaire difficile. Enfin, un séminaire difficile, c'est un peu un pléonasme pour Lacan, hein. Mais il est quand même il est énorme, ce séminaire, il est obèse, et il est difficile d'accès quand même, il faut bien le reconnaître. Mais je m'efforce, moi, dans la présentation que j'en fais, de faire en sorte que vous puissiez comprendre. Hein. Pour moi, si vous ne comprenez pas, c'est un échec. Hein, voilà. Parce qu'il y a des lacaniens qui ne fonctionnent pas comme ça. Hein. Il y a des lacaniens qui tiennent à garder le langage lacanien à tout prix, et du coup, 90% de leur auditoire ne comprend rien. Donc c'est une espèce de, voilà, je sais pas, pour moi ça rime à rien. Pour moi ça rime à rien. Donc je tiens à ce que les gens soient pas perdus sur le bord de la route, à laisser personne sur le bord de la route. Et donc c'est pour ça que vous pouvez poser des questions. Faut pas hésiter. Il y a des choses que vous comprenez pas dans ce que je raconte, mais je suis pas forcément toujours clair. Eh bien vous levez la main et puis vous posez des questions. Il y a pas de questions idiotes, hein. Ça n'existe pas. Il y a des réponses idiotes, mais des questions idiotes il y en a pas. Donc faut pas, même les questions qui vous paraissent très banales, il faut pas hésiter à les poser. Et moi je réponds comme je peux, en fonction de mon savoir à moi. Et non pas de ma compréhension, parce que là je disserte un petit peu, mais Lacan n'aimait pas le mot compréhension. Il n'aimait pas ce terme-là. Il disait c'est un terme justement qui fixe les choses, qui les fige, qui les cristallise. Et alors il disait si vous comprenez, c'est très bien, je vous envie, il disait, je vous envie. J'ai entendu, moi je ne comprends pas. Hein, je ne comprends pas. Et donc il disait ce qui est important, c'est de savoir, et c'est pas de comprendre. Il faisait une nuance entre le savoir et le comprendre. Pour lui, c'était pas du tout la même chose. Hein. Le savoir n'est pas figé, il n'est pas globalisé, il n'est pas finalisé, le savoir, et donc on peut travailler sur la question du savoir. On sait quelque chose, voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a forcément parfaitement compris, ou alors si on sait quelque chose, on en a une compréhension spécifique, subjective, qui n'est pas forcément celle de l'autre. Voilà, il fonctionnait comme ça, Lacan, c'était son style, voilà. Et il avait même une phrase assez étonnante, il l'a répété plusieurs fois. Il disait toujours aux gens qui venaient à son séminaire, ils étaient très nombreux, hein, il y avait 800 personnes, hein, et il disait, il est urgent de ne pas comprendre. Il est urgent de ne pas comprendre. C'était une phrase étonnante, mais il ne souhaitait pas que les gens comprennent. Quand il avait fait sa thèse, il a fait une thèse, puisqu'il était médecin, Lacan, hein. Il était médecin, il était neurologue, hein. Et donc, il n'était pas psychiatre, hein, puisqu'à l'époque, la spécialité de psychiatrie n'existait pas. Freud n'était pas psychiatre non plus, hein. On dit toujours le psychiatre Freud, mais Freud n'était absolument pas psychiatre, il était neurologue. Il n'a jamais été psychiatre, Freud. Il a été psychanalyste, c'est autre chose. Le psychiatre, il l'a pas été. Et donc, voilà, donc, oui, alors, je reviens quand même à ça, parce que là, vous voyez qu'il y a plein de bouquins, là. Je mélange un peu les choses, mais c'est pas grave.
il y a un peu une urgence quand même à ce que je présente ça. C'est des bouquins que l'association que je préside et qui supervise ce séminaire, une association loi 1901 sans bénéfice, est subventionnée partiellement par la ville de Tours notamment, parce que j'ai une action auprès des crèches municipales de la ville de Tours. Voilà, j'ai une action de supervision. Donc du coup, on a une subvention qui est assez conséquente, qui nous permet d'acheter des bouquins. Et donc, on offre le séminaire à tous ceux qui le souhaitent, en priorité à ceux qui n'ont pas les moyens de se l'acheter, pour qui c'est un peu trop cher. Mais comme on en a beaucoup, on peut en donner. Hein, comme vous n'êtes pas si nombreux que ça, on peut en donner pas mal. Alors cette année, c'est le désir et son interprétation. Mais comme ce séminaire, il tourne autour de la question de la pièce de théâtre de Shakespeare, Hamlet, eh bien, il y a aussi Hamlet. Vous aurez 2 livres. Vous aurez le séminaire et Hamlet, parce que on ne peut pas comprendre ce séminaire si on n'a pas lu Hamlet, si on ne connaît pas l'histoire d'Hamlet un petit peu, quoi. C'est presque impossible. Donc, vous viendrez chercher les bouquins à la fin. Si on le fait maintenant, ça va être un peu le bazar. Donc, à la fin, on va s'arrêter avant 20h. 20h, c'est le terminus. On s'arrêtera un peu plus de 10 minutes avant, parce qu'il y a un monsieur qui vient fermer les salles ici, et on respecte ses horaires. Hein. On ne dépasse pas. Hein. C'est normal. Hein. Il ferme tout, il éteint tout, etc. Donc, à moins 10, j'aurai un signe de Patrick Dessin, qui est le secrétaire de l'association ici, qui me fera signe pour me dire de m'arrêter, même si je suis en plein milieu d'une phrase, tant pis, hein, pour que vous puissiez venir chercher les bouquins. Les séminaires, ça sera bien que vous l'ayez. Alors moi, dans ce que j'ai bossé dans ce séminaire-là, c'est le chapitre qui s'appelle « L'acte impossible ». L'acte impossible. J'ai trié les chapitres en fonction d'un critère assez précis. Je voulais qu'il y ait des chapitres, au moins la moitié des chapitres centrés sur la question de Hamlet, sur la pièce de théâtre de Shakespeare, et puis 3 autres plus généralistes. Donc les 3 premiers seront essentiellement centrés sur Hamlet. Celui-ci, L'acte impossible, est entièrement centré sur Hamlet de Shakespeare. Mais vous inquiétez pas, je vous donnerai un peu des guides par rapport à l'histoire d'Hamlet si vous vous en souvenez plus, ou si vous la connaissez pas très bien. Bien sûr, je vous aiderai en vous rappelant un peu la trame de ce qui arrive à Hamlet, parce que c'est vraiment une histoire fantasmagorique qui se termine très mal d'ailleurs. Hein. Tout le monde meurt, c'est un carnage, hein, à la pièce d'Hamlet, un carnage, un bain de sang. À la fin, ils s'entretuent tous là-dedans. Il y en a qu'un qui survit, c'est Horatio, qui s'appelle Horatio. C'est un ami cher d'Hamlet. C'est pratiquement le seul qui survit. Hein. Autrement, tout le monde est mort. Tout le monde est mort avec du poison, un coup d'épée, de poison, tout ce que vous voulez. C'est une catastrophe de suicide, puisque Ophélie, la petite amie, enfin, pas longtemps sa petite amie, mais quelque temps, la petite amoureuse d'Hamlet, elle se suicide. Elle se suicide parce que tout le monde meurt, justement. C'est pour ça qu'elle se suicide, d'ailleurs. Hein. Dont son père. Son père meurt. Son père. Voilà. Donc, le chapitre d'aujourd'hui, c'est le chapitre 13 qui s'appelle L'acte impossible. L'acte impossible. Pourquoi il s'appelle comme ça? Ben, pour une raison relativement simple, c'est que Hamlet, ça se passe au Danemark. Aujourd'hui, c'est à la mode, le Danemark, hein, pour des raisons différentes. Eh bien, le prince du Danemark, le prince père, le patriarche, est mort, assassiné. Hamlet, père, il est mort, assassiné. Je vais vous écrire ça au tableau, pour faire une espèce de petite généalogie quand même, pour que vous retrouviez les Hamlet père. Il est mort, il est assassiné. Assassiné par un type qui s'appelle Claudius, qui n'est ni plus ni moins que son frère. Son frère. Et Claudius, bah, c'est un beau salaud qui veut le pouvoir, qui veut être roi, etc. Donc il assassine Hamlet. Et ensuite, je vous mets pas tous les personnages maintenant, je ne vais pas vous embrouiller. Hamlet, le fils, parce que son fils s'appelle aussi Hamlet. Hamlet, le fils, il est bien vivant. Et lorsqu'il se promène dans le château d'Elseneur, au Danemark,
il se promène dans les coursives du château et il rencontre son père sous forme de fantôme, de spectre, de spectre. Et il n'est pas plus étonné que ça, d'ailleurs, Hamlet. Hein. On pourrait se dire quand même il aurait eu peur. Non, non. Oh, tiens, bonjour papa, comment ça va? Le fond de l'air est frais. Il est pas épouvanté du tout. Et le père lui dit, écoute, mon vieux, ça va pas du tout. Tu sais bien que Claudius m'a assassiné, et donc il faut que je te donne l'ordre. Hein, c'est un ordre, c'est un ordre de me venger, de le tuer. La vengeance. Ça, c'est la trame même de la pièce. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que Hamlet, il n'y arrive pas. Voilà. C'est ça. Toute la pièce est centrée sur le fait que le passage à l'acte meurtrier qui consisterait à assassiner Claudius par vengeance, il n'y arrive pas. Il arrive à la fin, complètement à la fin de la pièce, de manière accidentelle à la limite même. Mais pendant toute la pièce, il y pense, il procrastine, comme on dit, hein, il rumine cette histoire-là, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à tuer. Et c'est un peu, il est un peu nigaud. Il est un peu nigaud, Hamlet. Il est empêtré. Il est empêché, si vous voulez, quoi. Hein. Il est empêché, il est entravé, pour des raisons complexes. Et c'est bien ça que Lacan explique dans ce chapitre-là. Hein. Le cœur du chapitre 13 dont je vous parle aujourd'hui, c'est ça. Hein. Lacan se demande, mais pourquoi ne peut-il pas tuer Claudius? Pourquoi n'arrive-t-il pas à passer à l'acte? Là est toute la question. Parce que Freud avait déjà répondu à cette question-là. Mais ça convenait pas à Lacan. Freud avait dit, il n'y arrive pas parce que c'est pour des questions édipiennes. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour une question édipienne qu'il n'y arrive pas. Parce que Hamlet, quand Claudius a eu tué le roi et qu'il est devenu roi à la place du roi, eh bien, il a épousé Gertrude, la reine, c'est-à-dire la femme de Hamlet assassiné. Il a épousé Gertrude. Donc, il y a une forme d'inceste là-dedans quand même. Hein. Il y a une forme d'inceste déjà. Il y a déjà un meurtre et puis un inceste. Alors, Freud disait ceci. S'il ne le peut pas, c'est parce que, en fait, sur un plan édipien, Claudius a réalisé le fantasme d'Hamlet, qui est de tuer son père et de coucher avec sa mère. Parce que Freud disait, l'Édipe, c'est pour un enfant petit, de 4, 5, 6 ans, avoir un amour fou pour sa mère, l'épouser, éventuellement même avoir des enfants avec elle, et donc écarter le père. Tuer le père, c'est un peu une image, c'est pas forcément le trucider à coup de revolver. Non, non, c'est l'écarter, c'est l'effacer. L'effacer pour pouvoir avoir un accès exclusif à l'amour de la mère. Et ça, on le rencontre, ça c'est de la clinique. Hein. Moi, dans ma pratique, je rencontre ça tout le temps. Hein. C'est tout le temps. Les fantasmes infantiles, les fantasmes sur la sexualité et les fantasmes aussi sur les liens qu'ils ont avec leurs parents et qui sont différents du père à la mère. Ce n'est pas la même chose. Hein. Et donc, Freud disait ceci, comment voulez-vous qu'Hamlet arrive à tuer Claudius, puisque Claudius a réalisé les fantasmes édipiens. Il a tué le père et il a épousé la mère. Donc pourquoi le tuer puisqu'il a réalisé mes fantasmes? Voilà, c'est l'explication de Freud. Elle est étonnante. Hein. Elle est étonnante. Hein. Alors, je disais que Lacan n'était pas d'accord avec ça. C'est pas tout à fait exact. Il était très déférent par rapport à Freud, Lacan. Il avait une admiration considérable pour Freud, hein, qui s'est jamais démenti. Donc il disait c'est bien, il disait même heureusement que Freud nous a ouvert la voie, une voie droite, il appelait ça comme ça. Heureusement que Freud nous a ouvert une voie droite dans cette histoire édipienne d'Édipe, mais il dit il faut aller plus loin, il faut aller plus loin que ça. Hein, voilà, c'était la position de Lacan. Il n'a pas rejeté, il n'a pas barré cette histoire édipienne d'Hamlet. Hein. Donc vous voyez un peu le truc de Freud. Hein.
Claudius avait tué le roi et a épousé la femme du roi, la mère, Gertrude, qui est la mère d'Hamlet, hein, évidemment, c'est la mère d'Hamlet. Hein. Donc, il a réalisé le fantasme édipien, euh, son fantasme édipien, Claudius, il a réalisé le fantasme édipien d'Hamlet, et donc Hamlet ne peut pas le tuer. Il ne peut pas le tuer à quelqu'un qui a fait ce qu'il aurait voulu faire en fantasme. Vous voyez un petit peu la position, elle est claire, la position de Freud, hein. Elle est même lumineuse, je dirais, hein. Elle est lumineuse, elle est belle. Hein. Elle est superbe. Et donc c'est pour ça que Lacan ne la renie pas. Il ne la renie pas. Mais après, Lacan, lui, il va aller dans d'autres, il va partir dans d'autres directions très complexes. Alors, dans le bouquin, vous verrez qu'il y a une espèce d'étrange schéma au démarrage, un étrange schéma. Je vous l'explique très rapidement parce qu'on ne va pas passer le réveillon sur ce schéma. Il a un intérêt pour moi assez mineur, mais comme vous allez, c'est la première chose sur laquelle vous allez tomber quand vous allez lire le. Oh là, faut que j'efface tout ce qu'a mis Simon. Non, non, j'ai assez d'un demi-tableau. Donc il a fait un schéma, il y a un schéma au début, quand vous aurez le bouquin, vous tomberez dessus tout de suite. Hein. Je crois que c'est page 343, il me semble, je suis pas sûr, je ne me rappelle plus. Parce que moi je ne l'ai pas bossé dans cette édition-là. Donc, alors son schéma, il est fait comme ça. J'espère que vous le verrez de loin quand même. Il a marqué, il a écrit sœur, une sœur, quoi. Hein. Une sœur, en dessous, l'homme. Moi, je l'ai un peu transformé pour vous. Et là, il met un poinçon pour marquer le lien entre une autre proposition, les lanières et le phallus. Je mets grand phi majuscule. Voilà. Voilà la petite formule à gagner. Alors, quand on n'est pas un peu initié et qu'on tombe là-dessus, on dit qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça veut dire quoi ça? En fait, ça veut pas dire quelque chose de si compliqué que ça. Hein? Il faut pas avoir peur de Lacan. Hein? Il y a des gens qui ne le comprennent pas parce qu'ils en ont peur. Et donc, Lacan d'ailleurs les rassurait souvent et disait souvent, mais si vous comprenez pas, c'est pas grave, vous comprendrez plus tard. Hein? Un jour, vous allez vous dire, tiens, j'ai compris là ce qu'il voulait dire. Et c'est pas faux. Hein. Lacan, il y a une espèce de truc à retardement qui se passe avec ce bonhomme. C'est comme ça. Hein. C'est étrange, mais c'est vrai. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ça c'était un psychiatre, c'était pas un psychiatre, c'était un médecin psychanalyste contemporain de Freud qui s'appelait Steckel. S-T-E-K-E-L, Wilhelm Steckel, qui était un Ukrainien d'ailleurs, un Ukrainien, très proche de Freud, et qui avait fondé d'ailleurs quelque chose qui est connu, qui s'appelait la Société psychologique du mercredi soir. Vous savez, le mercredi soir, au tout début de la psychanalyse, quand elle n'était même pas née, la psychanalyse, Freud se réunissait avec plusieurs amis assez savants pour élaborer la psychanalyse, pour la créer. Quoi. Il n'y avait rien, il partait de rien. Et donc, il y avait Jung, il y avait tout un tas de gens, il y avait Lou Andrea Salomé, il y avait plein de gens là. Il y avait Steckel. Et Steckel était celui qui avait créé la réunion du mercredi soir. C'est lui qui a créé ça. D'ailleurs, c'était pas très commode parce que ils étaient tous autour d'une table. Alors, ils buvaient beaucoup de schnapps. Ils étaient à moitié bourrés. Et ils fumaient des cigares énormes. Ils ne pouvaient même pas se voir tellement il y avait de fumée. Et il y avait une urne au milieu de la table. Et puis, dans l'urne, il y avait plein de questionnements concernant la psychanalyse. Il fallait qu'ils tirent un papier au hasard et ils étaient obligés, c'était pas une possibilité, ils étaient obligés de disserter sur ce qu'ils avaient comme petit papier. Le jour de la société créée par Wilhelm Steckel. Donc Wilhelm Steckel, c'est lui qui a parlé d'un monsieur qu'il avait eu en soins, qu'il a appelé l'homme aux lanières. Voilà, c'est pour ça qu'on parle des lanières ici, l'homme aux lanières. C'est une histoire de Steckel qui a été repris par pas mal de gens, dont Lacan, et puis aussi par Ella Sharp, qui était une psychanalyste anglaise, plus récente, elle. Hein. Ella Sharp, c'est plus récent. Alors, je ne vais pas vous parler non plus longuement de Ella Sharp, parce que, bon, voilà, on n'a pas le temps, hein, mais simplement, anecdotiquement parlant, il y a une chose assez rigolote, c'est que Ella Sharp, elle avait été, on lui avait demandé, les anglo-saxons de l'époque de Lacan n'aimaient pas Lacan. Pour lui, c'était le diable.
hein. C'était le diable parce qu'il faisait pas comme tout le monde, il pensait pas comme tout le monde, il était difficile à comprendre. Il faisait parfois des séances très courtes, parfois des séances très longues. Il y a des gens à qui il demandait beaucoup d'argent, d'autres à qui il demandait rien. Et ça, c'était pas dans le cadre, ça leur plaisait pas du tout. Et donc, ils avaient missionné Paul Lacharpe, entre autres, pour l'espionner, pour voir comment il travaillait, pour essayer de lui tirer les verres du nez, quoi. Mais il en parle, Lacan, dans un de ses séminaires, je sais plus lequel, et il dit qu'il n'est pas dupe, il les a tout de suite démasqués, quoi. Ça le faisait marrer. Ça le faisait marrer d'être espionné par les anglo-saxons. Et Lacharpe était une des espionnes. Voilà. Et j'en parle parce que elle reprend l'histoire de l'homme à la lanière, et Lacharpe. Voilà, c'est pour ça que je parle. Elle reprend cette histoire. Donc, c'est quoi cette histoire de manière très synthétique, hein? Je vais dire, on va pas rester là-dessus. C'est que c'est un homme qui est très obsessionnel, cet homme-là. Il est angoissé. Il a un désir qui est pas clair. Ses désirs sexuels, ses désirs affectifs, etc., sont pas clairs. Il est empêtré lui aussi comme Hamlet. Et donc, il a une espèce de fascination pour sa sœur. Hein. Il a une fascination pour sa sœur. Mais en même temps, il se rend compte que c'est pas bien, que c'est incestueux, et puis qu'elle n'est pas accessible. Sa sœur, il la prend un peu pour la mère aussi, parce que sa sœur aînée, hein, sa sœur aînée. Et donc, pour lui, elle a un caractère inaccessible, cette sœur. Et ce serait même comme une forme de péché que d'aller, c'est pas la draguer, mais vouloir avoir quelque chose d'elle, la posséder plus ou moins. Hein. Donc il ne peut pas, Et pourtant, il a ce désir-là très impérieux envers sa sœur, envers sa sœur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait un truc classique. Il va élaborer un fantasme que Lacan écrit sujet, poinçon, objet cause du désir, qu'il appelle petit a. Sujet, le sujet relié à un objet qui cause son désir. Eh bien, l'homme aux lanières va créer un objet qui va causer son désir, qui ne sera pas sa sœur, qui va remplacer sa sœur. Comme ça, il ne va pas pécher, si vous voulez. Il ne va pas faire de faute, puisqu'il va la remplacer par un objet partiel. Et cet objet partiel, c'est quoi? C'est les lanières. C'est les lanières, voilà. L'homme, il est fasciné. Alors, il n'est pas fasciné exactement par les lanières, c'est plus sophistiqué que ça. Il est fasciné par l'éclat des lanières. Parce que sa sœur, sa sœur aînée, elle brique ses sandales jour et nuit, enfin peut-être pas jour et nuit, mais souvent. Et donc elles sont extrêmement brillantes, elles brillent, elles ont des éclats. C'est l'éclat, le mot éclat est textuellement repris plusieurs fois. Elles ont un éclat particulier, et l'homme est fasciné par l'éclat des sandales de sa sœur. Et donc ici c'est l'homme dans le sujet là, et là c'est l'éclat, l'objet qui cause le désir. Lui c'est l'éclat. Et donc c'est commode pour lui parce que comme il ne peut pas, il n'a pas le droit au niveau des interdits incestueux par exemple, il n'a pas le droit d'avoir accès à sa sœur, il la remplace par un objet partiel qui est l'éclat de ses pompes, de ses chaussures si vous voulez quoi. Hein. Et donc ça suffit de comprendre ça pour comprendre le schéma. On s'en fout un peu du fils, etc. C'est parce que le fils, ça veut simplement dire que l'homme n'a pas accès à la toute-puissance, à l'entièreté de sa sœur. C'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Il ne peut pas avoir accès à ça. C'est une impossibilité de par la loi. Hein. Donc il n'a pas accès au phallus. Parce que le phallus, c'est le symbole de la toute-puissance, d'un savoir de totalité, de globalité, etc., qu'on n'a jamais. On n'a jamais. Du fait que nous sommes castrés, nous n'atteignons jamais ces terrains-là, ces sommets-là. Et donc, remplacer, si vous voulez, la sœur qui représente un peu cette puissance phallique, là, la sœur, eh bien, la remplacer par un objet partiel, les lanières, eh bien, c'est commode, parce que ça permet de détacher, c'est ce que dit Lacan, hein, ça permet de détacher la cause du désir de la sœur, de son support humain. Il dit ça exactement comme ça. Hein. Ça permet de détacher le désir de son vrai support humain qui est la sœur. Et
par ce petit tour de passe-passe, et bien comme ça, il s'en arrange avec son objet partiel, les lanières. Voilà, c'est tout. Vous voyez? Alors, il y a des pages et des pages là-dessus, mais moi je trouve que c'est suffisant de dire ça. Ça suffit largement. C'est pas la peine d'en dire plus sur l'homme aux lanières. Ça vaut pas le coup. Parce que la Sharpe, elle en parle beaucoup, et puis, Steckel aussi, bien sûr. Mais bon, on n'a pas le temps, et puis ça n'a pas un intérêt formidable. Ça a juste me permis de vous rappeler un petit peu la question édipienne sur laquelle on va revenir d'ailleurs. Hein. Alors, il dit des choses. Alors, il parle d'ailleurs tout de suite de l'acte, justement. Lacan parle tout de suite de ce que c'est qu'un acte. Alors, un acte, c'est agir, c'est faire quelque chose, c'est agir. Mais il dit, nous, en tant qu'humains, on ne peut jamais agir complètement. On ne peut jamais faire un acte complet. Ce n'est pas possible. Un acte complet, c'est impossible. C'est totalement impossible. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle l'acte impossible, hein, dans le chapitre. Ça s'appelle l'acte impossible. Et on fait des moitiés d'actes, des essais d'actes, des actes ratés, des actes manqués, tout ce que vous voulez, des passages à l'acte, toutes sortes de choses. Mais nous ne réussissons jamais à faire un acte qui soit pleinement satisfaisant, et nous ne réussissons jamais, si vous voulez, à faire un acte qui soit parfaitement subjectivé. Voilà le terme exact de Lacan. C'est-à-dire qu'un acte qui soit si bien réussi que vous puissiez vous l'attribuer en totalité et vous dire cet acte, c'est moi qui l'ai fait, et je l'ai réussi pleinement, et c'est moi. Et donc, le sujet qui pourrait dire ça se superpose pratiquement à son acte. Et ça, Lacan dit c'est impossible. La subjectivation totale en regard d'un acte est impossible. L'acte plein, dit Lacan, l'acte plein n'est pas possible. Il n'est pas réalisable. L'acte plein n'est pas possible. On est toujours dans quelque chose de relatif. On est dans une forme d'échec, de mi-échec, mi-réussite, mais on ne peut pas aller complètement dire qu'on a réussi complètement quelque chose. C'est vraiment c'est ça. Alors parce que Lacan disait une phrase étonnante. Je vais vous l'écrire au tableau parce qu'elle est vraiment étonnante celle-là, mais elle répond tout à fait à la question hein, de l'acte impossible. Il disait nous croyons. Je vous l'écris parce qu'elle est quand même, elle vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Je l'ai déjà écrit plusieurs fois. Hein. Nous croyons que nous sommes nous. Nous croyons que nous sommes nous. Nous croyons que nous sommes nous. Et il rajoutait après, c'est une grande illusion de croire que nous sommes nous. Ça, si on se disait, je suis sûr que je suis ce que je suis, ça voudrait dire qu'on a une connaissance de nous, de nous-mêmes, parfaite, globale, totale. On ne peut pas prétendre à ça. C'est totalement impossible. Hein. Il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours un ratage. Il y a un reste, comme dit Lacan. Il y a toujours un reste qui peut être énorme d'ailleurs. Un reste qui peut être inconscient. Et donc, nous croyons que nous sommes nous, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et donc, si ça fonctionnait, on pourrait agir de manière pleine, si ça fonctionnait. Si on était vraiment nous. Si nous était égal à nous. Mais c'est pas le cas. Hein, c'est pas le cas. Donc, vous voyez qu'on arrive à expliquer des choses quand même très complexes dans le texte. Parce que si vous lisez le texte, vous allez voir, c'est pas expliqué comme ça. Hein. Voilà, on y arrive, hein, sans s'énerver, sans angoisse. Il dit textuellement, hein, l'acte impossible n'est pas un échec, mais l'impossibilité d'une subjectivité pleine. Vous voyez, il dit ça, la subjectivité pleine, ce n'est pas possible. C'est ce qu'il lui avait fait dire d'ailleurs par rapport à la parole bien connue de Descartes, je pense donc je suis. Lacan disait toujours c'est un truc qui tient pas debout. Parce que il disait simplement on ne peut pas se créer soi-même. On ne peut pas se créer soi-même. Voilà, c'est la réponse qu'il faisait. Effectivement, le premier jeu, qui n'est déjà pas très assuré, on ne sait pas ce que c'est que le premier jeu de je pense, il ne peut pas créer le jeu de je suis. Puisque déjà le jeu de je pense est vacillant.
Donc il disait, ça ne tient pas la route, parce que nous ne sommes pas d'essence divine, nous sommes des humains, des pauvres humains, et donc nous ne pouvons pas nous créer nous-mêmes. Donc je pense, donc je suis, ça marche pas. Voilà. Mais c'est la même chose que nous croyons que nous sommes nous. Hein. C'est pareil. C'est pareil que nous croyons que nous sommes nous. C'est du même tonneau. Donc je passe là-dessus. Alors oui, c'est ça. Il dit ça par rapport au fétichisme. Alors parce que en fait, l'homme aux lanières avec l'éclat, qu'est-ce que c'est l'éclat des lanières de sa sœur? C'est un fétiche. Et à quoi sert le fétiche en psychanalyse, mais aussi en psychiatrie, hein, en médecine psychiatrique aussi? À quoi sert le fétiche? Eh bien, à cacher, c'est un objet écran. C'est un écran. Le fétiche est un écran, quel qu'il soit. Que ce soit un objet, que ce soit une idée, que ce soit un sentiment, cet objet-là, cet objet partiel, c'est un écran devant quoi? Qui cache quoi? Ben, qui cache le fait que nous ne soyons pas dans la complétude, qui cache la castration, qui nous empêche de voir que nous ne sommes pas des êtres complets, pleinement satisfaits, subjectivement pleins, comme disait Lacan, hein, ou en pleine subjectivité, comme disait Lacan. Nous ne sommes pas comme ça, nous ne pouvons pas l'être. Et donc du coup, eh bien, il faut bien exercer les fantasmes. Tout le monde a des fantasmes. Hein. On ne peut pas échapper à ça. Hein. Peut-être seulement les psychotiques n'ont pas de fantasmes. Peut-être. Ça, je sais pas. Je le sais pas vraiment. Mais les gens qui délirent, les schizophrènes, etc., les grands paranoïaques, peut-être n'ont-ils pas de fantasmes. Ça, c'est possible parce qu'ils sont complètement desséchés à ce titre-là. Ils ne sont pas desséchés à tous les titres, hein, à ce titre-là. Mais tous les gens névrosés que nous sommes, que je suis, que vous êtes sans doute, je vous le souhaite d'être névrosés, eh bien, vous avez des fantasmes. C'est-à-dire que vous avez des liens, des objets partiels qui vous empêchent de voir des choses que vous ne pouvez pas atteindre. Vous ne pouvez pas atteindre ou qui vous font peur. Hein. Alors classiquement, on dit que le petit enfant a peur de voir que sa mère n'a pas de pénis et qu'elle est castrée, donc il ne veut pas voir l'horreur de la castration, comme disait Freud. Et pour ça, il crée des systèmes fantasmatiques, écrans, qui l'empêchent de voir, d'où le fétichisme des vêtements, par exemple, ou des choses comme ça. Des chaussures, des vêtements, tout ce que vous voulez. Ce sont des souvenirs écrans. Ce sont pas des souvenirs, des objets écrans. Des objets écrans. Voilà, donc alors oui, c'est ça, il parle du conflit refoulé de l'Édipe, Freud, concernant Hamlet. Hein. Hésitation à venger son père, Hamlet ne peut pas punir Claudius pour un meurtre, celui du père, et un inceste avec la mère qu'il a lui-même fantasmé. Ça, c'est Freud qui dit ça textuellement, hein, c'est pas moi, c'est Freud qui dit ça textuellement. Vous voyez? Mais c'est quand même assez clair, hein, vous n'êtes pas perplexe là? Non, hein, je suppose. Hein. Donc, alors Lacan a cette phrase qui est assez amusante par rapport à ça. Il dit « Le sujet ne veut pas perdre sa dame ». Il en parle un petit peu comme on parle aux échecs. Perdre sa dame. Le sujet ne veut surtout pas perdre sa dame. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ben parce que chez le petit enfant, et moi ça je l'observe en clinique, hein, en consultation des enfants petits de 2 à 8, 9, 10 ans, ils ont un lien particulier à leur maman. Hein, très particulier, qui n'est pas la même que le lien, qui n'est pas le même que le lien au père. Et ce lien, il est extrêmement fort, il est extrêmement violent, il crée même une espèce de bulle, si vous voulez, qui enveloppe ces deux personnages, la maman et l'enfant. Et dans les tout premiers temps de l'enfant, jusqu'à au moins 6 mois, même plus, jusqu'à 1 an, même presque, il y a une espèce de totalité là, une espèce de forme fermée, comme un œuf un petit peu, si vous voulez, quoi, hein, fermée, où on retrouve une sorte d'unité parfaite, qui ne va pas durer, hein, ça va exploser après, mais il y a une sorte d'unité. Et donc, l'enfant qui est dans cette forme d'unité avec sa mère, évidemment, ne veut pas la perdre. Il ne veut pas perdre sa dame. C'est ce que dit Lacan, il ne veut pas perdre sa dame comme aux échecs. Il ne veut pas la perdre parce que s'il perd sa dame, après, dans son jeu sera appauvri, terriblement appauvri. C'est ce que pense l'enfant. Et ça, je vous le dis, je me répète, mais je le vois
chez les enfants petits, les drames édipiens, on le voit dans leurs dessins et dans ce qu'ils disent. Hein. Il y a beaucoup d'enfants petits qui arrivent blottis contre leur mère. Hein. Ils sont très rarement blottis contre leur père. Les tout petits sont blottis contre leur mère. Hein. Et ça forme comme une espèce de totalité défendue, qui se défend, quoi. Voilà. Donc c'était pour expliquer cette phrase-là que vous trouverez dans le texte, parce que c'est dans le texte, hein, le sujet ne veut pas perdre sa dame, donc on peut se demander à quoi ça rime. Bon. Et après, il parle de to be or not to be. Vous savez que Hamlet, il dit ça à un moment donné. Hein. Même les gens qui n'ont pas lu Hamlet, ils savent ça. Qu'à un moment donné, Hamlet, il dit to be or not to be. Être ou ne pas être. To be or not to be. Voilà. Être ou ne pas être. Et donc, il le dit quand ça? Eh bien, il le dit, alors je vous dis, parce que comme vous aurez le bouquin, vous pourrez le trouver facilement, c'est l'acte 3, scène 1. Donc, vous pouvez pas vous perdre. C'est l'acte 3, scène 1. Il ne faut pas confondre avec l'acte 5, scène 1, parce qu'on voit souvent des représentations d'Hamlet avec un crâne, et où il dit to be or not to be au crâne. Et ça n'existe pas dans la pièce. C'est complètement faux. Il ne le dit absolument pas à un crâne, il est tout seul. Il est tout seul quand il dit ça, il est pas... Parce que là, l'acte 5, scène 1, il y a des crânes, effectivement, dans un cimetière, où se trouve Hamlet, où ils sont en train d'enterrer son ancienne amoureuse qu'il a répudiée, Ophélie. Mais c'est le bordel complet, pour dire le mot, dans ce cimetière. Ils se balancent des crânes pour jouer, etc. Et c'est pas du tout... enfin, c'est à la fois funèbre et puis tragique. Funèbre et drôlatique, quoi. Il y a les deux choses, un petit peu, quoi. Hein. Et donc, quand il dit to be or not to be, c'est bien avant la scène du cimetière. C'est un peu au début même. Et il le dit, pourquoi? Parce que, alors, bien sûr, de manière simple, on peut dire qu'il le dit parce que il a peur de la mort, il a peur de la dégradation. Ça, c'est un mot important pour l'Hamlet, la dégradation. Et puis, pour lui, la mort, il le dit, il n'a pas tort, remarquez en même temps, c'est une inconnue, voilà. Il supporte pas que la mort soit une totale inconnue. Totale inconnue. Et en fait, si vous voulez, Hamlet, il balance continuellement entre le désir de venger son père tué par Claudius, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis son désir, au moins au départ, pour Ophélie, la belle Ophélie. Hamlet, il est là, voilà. Il oscille entre ces deux pôles-là. Hein. Et donc, il a du mal à être, justement. Il a du mal à être parce qu'il n'arrive pas à se positionner. Il ne peut pas venger son père et il n'arrive pas à aimer Ophélie. Il n'arrive pas à aimer Ophélie. Il est un petit peu amoureux 5 minutes d'Ophélie et puis après, il devient très agressif avec elle. Méchant. Méchant. Il lui dit mais de toute façon, il faut que tu saches que je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas du tout. Tu me fais horreur. Elle est complètement effarée. Et puis après, il lui dit tu ferais mieux d'aller au couvent. Le mieux que tu aies à faire, c'est d'aller au couvent. Si jamais tu vas pas au couvent et que tu veux te marier, épouse plutôt un crétin ou un imbécile. Parce que si tu épouses un homme normal, il va devenir pervers à cause de toi. Donc si tu épouses un crétin, il va pas devenir pervers. Donc ça serait mieux que tu fasses comme ça. Et il donne plein d'injonctions comme ça, extrêmement agressives, hostiles, extrêmement hostiles à cette pauvre Ophélie. Donc à la fin, Ophélie, alors et puis il s'en va. En fait, il la laisse quoi. Il la laisse tomber complètement Ophélie quoi. Hein. Il la laisse complètement tomber. Mais pour autant, il ne peut toujours pas agir. Agir, ça voudrait dire tuer Claudius, le meurtrier de son père. Même en répudiant Ophélie, il peut toujours pas plus agir. Il en faut plus que ça pour qu'il puisse agir, beaucoup plus que ça.
Alors, le to be or not to be de Lacan, c'est un peu particulier. Ça revient un petit peu à cette histoire de il ne voulait pas perdre sa dame, il ne voulait pas perdre sa dame, le to be, parce que Lacan dit être, c'est bénéficier du désir de la mère. Pour Hamlet, ça veut dire bénéficier du désir de Gertrude, être l'objet du désir de Gertrude qui est sa mère, qui a épousé l'assassin Claudius. Vous y êtes, hein? D'accord? J'ai pas ramené trop de personnages exprès, hein, parce qu'il y en a bien d'autres des personnages. Je ramène pas trop à la fois parce que sinon ça va être la valse. Donc voilà, il n'y arrive pas. Être, c'est pour Lacan, c'est ça. Être, ce n'est pas une histoire d'existence pour Lacan. Hein. C'est même pas être sujet vraiment. C'est être l'objet du désir du désir maternel. Mais qu'est-ce qui se passe dans Hamlet? Eh ben, c'est que justement, ça ne marche pas parce que Gertrude, sa mère, elle épouse Claudius. Elle épouse Claudius. Elle aime Claudius. Et donc, elle rejette son fils. Il est déchu. Hamlet, le fils, est déchu. En tant qu'objet de l'amour maternel, il est renvoyé derrière, derrière, tout simplement. Et voilà, et donc il n'y a plus droit, il n'y a plus accès, il a perdu sa dame. Il perd sa dame. Et donc le fait de perdre sa dame, ça l'inhibe. Voilà. Hamlet, c'est essentiellement quelqu'un d'inhibé, d'angoissé et d'inhibé. Inhibé et angoissé. Il ne peut pas agir. Alors pour les raisons que Freud donnait tout à l'heure, édipienne, mais pour Lacan, c'est pas tout à fait ça, vous voyez. Pour Lacan, c'est qu'il ne peut pas être. Et donc pour agir, il faut être. Il faut exister vraiment, il faut exister, pas pleinement, on ne peut pas, mais il faut exister avec une certaine qualité quand même d'existence, pour pouvoir agir, surtout pour pouvoir tuer quelqu'un. Il faut avoir un certain jus d'existence quand même, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc il l'a pas. Il l'a pas parce qu'il est déchu de sa position privilégiée d'être l'amour électif, sélectif, unique de sa mère. Il ne l'est pas, puisqu'il y a Claudius. Il est dégradé. Il est dégradé. Et puis d'autre part, il y a le spectre, le spectre, le spectre du père, celui qui a été assassiné par Claudius, son père, qui lui a dit venge-moi, c'est un ordre, c'était pas un vague truc comme ça. Quand tu auras le temps, tu me vengeras. Non, non, c'est venge-moi, c'était impératif, impérieux. Il faut que tu me venges. Il n'y a pas de pièce à coudre à ce truc-là, quoi. Et donc, d'un côté, il perd, du moins pense-t-il, l'amour de sa mère, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, parce que Gertrude, elle n'était pas claire, elle était plutôt sombre. Il perd l'amour de sa mère, et puis il y a une chose étrange que fait remarquer Lacan, que Freud ne fait pas remarquer, je vous le dis comme ça tout de suite, c'est qu'en fait, Hamlet, il dit une chose vraiment curieuse dans le chapitre, Lacan. Il dit Hamlet, le père, celui qui a été assassiné, Hamlet père, je mets père, est mort dans la fleur de ses péchés. C'est drôle comme phrase, est mort dans la fleur de ses péchés. Parce que, en fait, comme il a été assassiné, si vous voulez, brutalement, sans s'y attendre, par Claudius, alors soi-disant avec du poison dans l'oreille. Du poison dans l'oreille. Alors, Lacan fait cette remarque assez marrante, il dit « Je ne pense pas que cette thèse puisse satisfaire les toxicologues. » Oui, il dit ça. Je ne pense pas que cette thèse puisse satisfaire les toxicologues parce que le poison par l'oreille, ça ne marche pas. Alors, c'était une espèce de poison, on ne sait pas trop ce que c'était. Peut-être une sorte de ciguë, enfin, on ne sait pas trop. Et on ne sait pas trop comment il est mort, en fait, quoi, maintenant. Ça reste ambigu. Au départ, on dit c'est un serpent. Et puis après, Hamlet dit non, c'est pas un serpent. Moi, je sais, c'est qu'il a eu du poison dans l'oreille. Bon. Et donc, il est mort dans la fleur de ses péchés. Donc, il n'a pas expié ses péchés. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas expié. Dans la religion catholique, on dirait, il s'est pas confessé, il n'a pas reçu
il n'a pas reçu les saints sacrements, etc., avant de mourir, etc. Il est mort avec ses péchés, quoi. Hein. Il n'a pas expié ses péchés. Et donc, pour Hamlet, c'est vachement compliqué, parce que Hamlet, il est obligé de prendre cette place-là. C'est ce que dit Lacan. Hamlet est obligé de prendre la place du père qui n'a pas expié ses péchés. Donc ça le met dans un embarras épouvantable, ce pauvre Hamlet, ça le met dans un embarras épouvantable. Hein. Il est dans une espèce de torpeur dépressive. Il est dépressif, Hamlet. Hein. Il est quasiment mélancolique. Hein. Parce que, bah, voilà, il a comme héritage les péchés de son père. Les péchés de son père. En plus de l'ordre de tuer Claudius, il est obligé de se glisser dans la peau d'un père mort dans la fleur de ses péchés. C'est une drôle de formule, hein, mais c'est la formule de Lacan, dans le chapitre, hein, comme ça, la fleur de ses péchés. Donc il ne peut pas. Donc tout ça, ça fait une espèce de patra, si vous voulez, de mélasse, une mélasse épouvantable, qui est toute la tonalité de la pièce. Hein. Toute la tonalité de la pièce est cette espèce de noirceur, ses côtés sombres, etc. Et donc, dans ce contexte-là, il ne peut pas agir, Hamlet. Il ne peut pas. Il y a trop d'empêchements. Il y a trop d'empêchements de cet ordre-là, entre autres celui-là. Parce que Hamlet, du fait de prendre la place du père qui est mort dans la fleur de ses péchés, eh bien, Lacan dit ceci, il a aussi cette phrase qui est assez étrange. Il dit, dans le chapitre, hein, il dit ça, je répète strictement ce qu'il a dit, je ne trahis pas le texte, hein, il est mort, il existe, il commet, c'est ça, il commet le crime d'exister. Ce pauvre Hamlet, fils, il commet le crime d'exister. Voilà ce que dit Lacan. Il commet le crime d'exister. Donc comment voulez-vous que dans une ambiance comme ça, on puisse agir, hein? C'est compliqué quand même, hein? On ne peut pas. Il y a trop d'entraves, il y a trop de choses qui barrent le chemin. D'ailleurs, Lacan dit, toute la pièce se déroule dans cette forme de noirceur, là, toute la pièce, jusqu'à la fin où c'est le massacre généralisé de tout le monde, ou presque, sauf d'Horatio, l'ami. Donc, oui, alors, donc, il n'est pas pleinement être. Eh ben, c'est un peu barré pour Hamlet, hein. Être, c'est barré. Il n'est pas pleinement du fait de prendre une place d'un père qui n'a pas expié ses péchés. Il peut pas être pleinement. Et ne pas être, il peut l'être plus facilement déjà, ne pas être, mais il ne l'est pas pleinement non plus. Not to be. Ne pas être parce que, eh bien, il a perdu l'amour d'Ophélie. Enfin, c'est lui qui a généré ça. Et puis de plus, il ne meurt pas. Enfin, à la fin, mais il ne meurt pas malgré le crime d'exister, si vous voulez, malgré le crime d'exister. Donc, vous voyez que chez Lacan, c'est quand même assez subtil, hein, ce qu'il raconte par rapport à cette trame de la pièce, cette trame théâtrale. On s'éloigne de Freud, beaucoup, beaucoup. On n'est plus du tout dans l'Édipe. Hein. D'ailleurs, il le dit, vous verrez la phrase si vous lisez le chapitre, il dit, à un moment donné, il dit, mais cette histoire d'Hamlet, ce n'est pas du tout un drame édipien. Ce n'est absolument pas un drame édipien. Vous voyez, il dit ça textuellement, hein, textuellement, dans le texte. Bon, voilà. Je regarde... Ah oui, alors, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses dans ce chapitre-là. Il ramène un autre truc, Lacan. C'est un chapitre... C'est ça, la difficulté de Lacan, c'est que dans un chapitre de Lacan, vous avez des références dans tous les sens. Parce que Lacan avait une culture colossale, aussi bien artistique, de la peinture, de la sculpture, des voyages, de la philosophie, de la littérature, etc. Il avait une culture colossale, et donc du coup, il y a des ramifications incroyables. Dans chaque chapitre, il y a une somme de ramifications. C'est un rhizome invraisemblable, un chapitre de Lacan. Hein. Donc c'est compliqué de le ramasser, de le condenser, d'en faire une espèce de chose métonymique pour pouvoir l'expliquer un peu simplement. C'est ce que j'essaye de faire quand même. Hein. Mais c'est pas facile, hein, croyez-moi, c'est pas si simple. Hein.
Et donc, alors, oui, j'ai ça, être, ne pas être. Je sais plus où j'en étais, moi. Euh, oui, c'est ça. Alors, il ramène une autre référence, c'est ce que je voulais dire. Il ramène une référence d'un rêve. Alors, c'est pas un rêve que Lacan a étudié lui-même au départ, c'est un rêve étudié par Freud. C'est le plus célèbre des rêves étudiés par Freud, qui s'appelle le rêve de l'enfant mort qui brûle. Il faut que vous connaissiez ce rêve parce qu'il est magnifique. Il est d'une tristesse épouvantable, d'une noirceur terrible, mais c'est un rêve sublime. Et il faut le connaître absolument. Si vous lisez La science des rêves de Freud, c'est le livre le plus intéressant, à mon avis, de Freud, hein, la Traumdeutung, la science des rêves. Si vous lisez ce livre, lisez au moins un rêve, lisez le rêve de l'enfant mort qui brûle. C'est un rêve poignant, extrêmement émouvant, et puis qui laisse libre cours à interprétation autant qu'on en veut. Ça, il n'y a pas de problème. En fait, c'est l'histoire, je vous la condense beaucoup, hein. C'est l'histoire d'un père qui veille son enfant qui est mort. Voilà, c'est une veillée funèbre. Il veille son enfant qui est mort, il y a des chandelles autour de l'enfant, des vraies chandelles, hein, qui entourent le corps de l'enfant, qui est sur un linceul, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et puis, le père, à un moment donné, est fatigué. Et donc, il quitte un peu, il s'éloigne un petit peu de son fils et va dans une autre pièce pour somnoler un peu, pour dormir un petit peu, pour dormir un peu. Et puis il s'endort vraiment. Et il donne pour consigne à un vieillard. Ça, souvent c'est pas dit ça, mais dans le rêve c'est ça, tel qu'il est donné par Freud. Il donne conscience, il donne mission à un vieillard d'aller veiller sur le fils pendant que lui se repose. Alors le vieillard va veiller le fiston mort, mais le vieillard s'endort aussi. Donc tout le monde dort. Le mort, il dort. L'enfant, il est mort, il dort. Et puis les deux personnages adultes, le vieux monsieur et puis le père, dorment. Ils dorment vraiment. Et le père, qui dort dans la pièce à côté, il fait un rêve. Et dans ce rêve, il a une espèce d'injonction étrange de son fils qui lui dit « Père, ne vois-tu pas que je brûle ?» Père, c'est une phrase archi connue ça, hein. Ne vois-tu pas que je brûle? C'est une phrase extrêmement connue de la littérature freudienne. Père, ne vois-tu pas que je brûle? Si vous connaissez ce rêve-là, c'est déjà pas mal, vous pourrez dire que vous connaissez les trois quarts des rêves de Freud, parce que c'est le plus important, d'une certaine façon, hein. Pour moi, hein. Il y en a qui sont très tarabiscotés, qui sont pas forcément, qui demandent pas forcément à ce qu'on les étudie à fond, parce qu'ils sont tellement longs mais celui-là, il faut quand même pas le rater. Donc, Père, ne vois-tu pas que je brûle? Ne vois-tu pas que je brûle? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, pour Freud, c'est assez simple. Ça veut dire que le père ne veut pas que son enfant soit mort. Et donc, si son enfant lui parle dans le rêve, c'est que son vœu, c'est que son enfant ne soit pas mort, puisqu'il lui parle. Il lui dit, Père, ne vois-tu pas que je brûle? Donc, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et Freud disait toujours, un rêve est toujours la réalisation d'un désir. Un rêve est toujours la réalisation d'un désir. Ça, c'est pour Freud, ça, hein. Pas tellement pour Lacan, mais pour Freud, c'est rêve égale réalisation d'un désir. Réalisation d'un désir. Et donc, le rêve, ce désir, il est réalisé d'une certaine façon pour le père, puisque bien son fils lui parle, et donc il est vivant. Et tant que le père va dormir, son fils va être vivant puisqu'il lui lance cette injonction, Père, ne vois-tu pas que je brûle? Mais le problème, ce qui se passe contextuellement, si vous voulez, c'est que effectivement, l'enfant brûle vraiment, parce qu'il y a un cierge qui lui est tombé sur le bras. Il y a un cierge qui lui est tombé sur le bras, et il a le bras qui commence à prendre feu, en vrai, pas dans le rêve, hein, en vrai. Et donc, il y a une odeur de brûlé épouvantable qui se disperse dans la pièce où se trouve l'enfant mort. Et cette odeur de brûlé épouvantable réveille le père. Le père se réveille. Il se réveille du père.
Et donc, si vous voulez, Lacan, il dit une chose aussi curieuse par rapport à ce rêve. Il dit beaucoup de choses par rapport à ce rêve, mais il dit, c'est un rêve plutôt sympathique, c'est un rêve un peu complaisant. C'est dans le chapitre qu'il dit ça, hein, parce que ben, ça permet au père de conserver son enfant vivant, ce rêve. Hein. Donc c'est finalement, non, c'est pas exactement ça. Je me trompe dans ce que je vous dis. Il dit c'est une mort euh, agréable, ou je sais pas, il dit un mot comme ça. C'est plutôt une mort agréable, euh, une mort qui aurait de la mansuétude, quoi, si vous voulez, un peu pour le père, quoi, hein, une mort sympathique, quelque chose comme ça. C'est ce que Lacan dit, quelque chose de cet ordre-là. Et de fait, puisque l'enfant qui est mort lui dit, ne vois-tu pas que je brûle? Donc il dit d'une façon, je suis mort, mais je suis vivant. Donc à ce titre-là, c'est plutôt quelque chose si on peut dire ça, sympa, quoi. C'est pas très adapté comme terme, mais enfin bon, ça se comprend. Et Lacan dit, alors oui, c'est ça. Et Freud dit ceci. Freud dit ceci par rapport à ce rêve. Il en fait une analyse. Hein, il dit, il ne savait pas qu'il était mort. Ça, c'est Freud qui dit ça. Cette phrase, elle est très connue aussi. Il ne savait pas qu'il était mort. Alors là, ça c'est Freud qui dit ça. Il ne savait pas qu'il était mort. Et ben oui, pour les raisons que je viens de vous dire, le père ne savait pas qu'il était mort puisqu'il était dans un rêve où son fils lui parlait. Donc de fait, il ne savait pas qu'il était mort. Mais Lacan dit, mais non, ça ne veut pas du tout dire ça. Là, il prend le contre-pied, un contre-pied assez sec enfin sec, non, c'est pas le terme, mais assez radical, je dirais, voilà, assez radical de Freud. Sur, il ne savait pas qu'il était mort. Il dit, ça veut pas du tout dire ça. Le il là, ça a à voir avec le père. Et il dit quoi? Il dit quoi? C'est que le père, du fait de la perte de cet enfant, du deuil terrible concernant la perte de son petit garçon, eh bien, il est dans une sorte de mélancolie, si vous voulez, une sorte de tristesse infinie qui fait que, eh bien, il n'est pas, il a une existence qui est pauvre. Il n'est pas vraiment le père, quoi, si vous voulez. En tant qu'être, il est en difficulté. En tant qu'être, il est en très grande difficulté. On pourrait mettre un peu d'interrogation. Et il l'est tellement que quand Freud dit il ne savait pas qu'il était mort, c'est le père qui ne savait pas qu'il était mort, et pas le fils. Parce que le père est tellement triste que Lacan dit il s'agit chez le père d'une mort psychique, d'une mort psychologique, du fait de la perte de son enfant. Ce père perd tout désir, il est mort psychiquement, il n'est plus dans le circuit du désir, et donc il est mort psychologiquement. Et donc ça ne se rapporte pas à l'enfant, mais ça se rapporte au père lui-même. C'est le père qui ne savait pas que lui-même était mort, et non pas que son enfant était mort. Parce que pour Freud, c'est le père ne savait pas que son enfant était mort. Voilà. Hein. Puisqu'il lui parlait, etc. Donc c'était bien, plutôt sympa, mais Lacan dit non, c'est pas ça du tout. Le père ne savait pas que lui-même, était mort psychiquement, n'était plus dans le circuit du désir. Et il dit, il est revenu un tout petit peu dans le circuit du désir quand il s'est réveillé brutalement à l'odeur du cramé, à l'odeur de brûlé, parce qu'à ce moment-là, il s'est précipité vers l'enfant pour éteindre les flammes. Et donc là, il a fait un acte désirant pour préserver un peu son fils, quand même, le corps de son fils. Il a agi. Il a agi. Et le fait qu'il ait agi brutalement comme ça, au réveil, hein, eh bien, ça lui a permis de rentrer partiellement, de re-rentrer partiellement dans le circuit qu'on pourrait appeler le circuit du désir, qu'il avait perdu complètement. Vous voyez? Ça, c'est l'approche lacanienne. On voit bien que c'est pas la même que celle de Freud, hein. Pas du tout. Hein. C'est un envers même. Hein. C'est un envers hein, de la théorie freudienne. Il ne savait pas qu'il était mort. Alors pourquoi est-ce qu'il parle de ce rêve-là?
Oui, parce que je vous parle de ce rêve-là, mais si je vous dis pas pourquoi il en parle dans le chapitre, eh bien parce qu'il dit, chez Hamlet, c'est pareil. Chez Hamlet, c'est pareil. Hamlet ne savait pas qu'il était mort. Hamlet, il est tellement mélancolique, tellement triste. Il est tellement nigaud, il est tellement incapable de venger son père. Il ne peut rien faire, Hamlet. Il peut rien faire. Il n'est pas capable d'aimer Ophélie. Il n'est pas capable de retenir sa mère. Il peut pas venger son père. Il ne peut rien faire. Il est nul. Voilà. Il est nul. Et donc, il est mort. Hamlet, il est mort psychiquement. Comme le père de l'enfant mort qui brûle. Si vous comprenez ces trucs-là, vous avez compris tout le chapitre, hein. Mais vous allez voir qu'en lisant le chapitre, c'est une autre paire de manches, hein, parce que Lacan, il explique rien. Hein. Il a une façon de parler extrêmement complexe, extraordinairement sophistiquée, et donc il est incompréhensible pour les gens qui n'ont pas l'habitude, quoi. Hein. Incompréhensible. Oui, pardon. Pardon. Je n'ai pas trop bien suivi. En fait, dans le rêve, Oui. il ne savait pas. Oui. Mais dans Hamlet, nous avons, il savait qu'il était mort. Oui, que Hamlet lui-même savait qu'il était mort. Non. Oui, à la fin complètement de la pièce. Mais pendant tout le déroulé de la pièce, il ne sait pas qu'il est mort psychiquement. Et c'est aussi pour ça qu'il ne peut pas agir. Ça le concerne lui, si vous voulez, d'être aussi mort psychiquement, du fait de sa mélancolie. Mais vous n'avez pas tout à fait tort dans votre remarque, hein, parce que effectivement, à la fin, quand il réussit à tuer Claudius, pendant quelques instants, parce qu'il meurt tout de suite après, mais quand il réussit à tuer Claudius, il réintègre le circuit du désir, Hamlet. Oui, effectivement. Donc votre question est tout à fait pertinente, parce que c'est vrai que c'est délicat de comprendre cette bascule-là tout à fait à la fin. Mais évidemment, j'ai pas amené la fin de la pièce tout de suite comme ça, hein, parce que on n'aurait pas le temps, même si j'en dis, si j'ai peut-être j'aurai le temps d'en dire 2 mots, mais oui, sans doute. Donc c'est un rêve, moi je vous conseille de le lire, c'est dans la science des rêves. Moi j'ai une édition qui est assez chère, je ne l'ai pas amené ici, mais maintenant je crois qu'il est édité en des éditions qui ne doivent pas être très chères. Je ne sais pas si c'est en poche ou autre, j'en sais rien. Et vous allez lisez ce rêve qui n'est pas très long, hein, il n'est pas très long. Il fait 2 ou 3 pages, pas plus, hein. Mais il est magnifique, vraiment ce rêve, il est extrêmement sombre, extrêmement triste, mélancolique, mais il est sublime. Il est sublime. Et l'analyse de Freud est sublime aussi. C'est pas parce que Freud en a une autre, Lacan en a une autre, que celle de Freud est mise au rencard, hein, pas du tout. Hein. Non, 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 non. Parce que Freud disait, le rêve est toujours la réaction d'un désir, et finalement, Lacan n'a jamais dit le contraire de ça. Il n'a jamais dit c'est faux, ça. Il a simplement dit c'est faux pour Hamlet, là. Ça ne colle pas pour Hamlet, hein. Mais il n'a pas nié autrement. Il a très rarement renié Freud, hein, Lacan. Il était très proche de Lacan, de Freud. Il disait même, il avait cette phrase qui pouvait passer pour une espèce de vantardise, mais qui n'était pas du tout une vantardise. Il disait, je suis celui qui a lu Freud. Et effectivement, Freud, c'est une œuvre énorme, énorme. Hein. Moi, j'en ai lu beaucoup, mais j'ai pas encore tout lu j'ai pas absolument tout lu de Freud. Presque tout, mais pas tout. Le lire en entier. Et dites-vous que Lacan le lisait en allemand. En allemand. Il a lu tout Freud en allemand. Parce qu'il trouvait que les traductions étaient très mauvaises. Voilà. Il disait les traductions faites par Marie Bonaparte et d'autres personnes comme ça, il disait elles sont très mauvaises, il y a plein de contresens, d'erreurs monumentales de traduction, et donc on ne peut pas le lire autrement qu'en allemand. Seulement, le lire en allemand, moi personnellement, j'aurais été bien en peine de lire Freud en allemand. Déjà en français, c'est pas si simple. Bien que Freud ait une écriture très claire, hein, très limpide, mais il dit des choses compliquées, Freud aussi, hein, avec son style très, très beau, très littéraire et très clair, il est quand même complexe. Hein, faut pas se leurrer non plus. Hein. Mais il est moins complexe dans la forme, en tout cas, que Lacan. Lacan est extrêmement, pas fermé, mais difficile d'accès, difficile d'accès.
Il y avait un grammairien très connu qui s'appelait Pichon, et qui était un ami de Lacan, qui a commis une grammaire, d'ailleurs qui est très connue, la grammaire Pichon, une grammaire très savante, et qui avait dit un jour à Lacan, vous savez, monsieur, vous lire, c'est du sport. Il a dit ça, vous lire, c'est du sport, c'est difficile. Et quand il avait fait sa thèse, Lacan, il avait fait sa thèse sur la paranoïa, sur le cas, ce qu'on appelle le cas aimé, bon, peu importe, il avait choisi une de ses patientes pour faire sa thèse de médecine, et il l'avait écrite, c'est la seule chose qu'il a écrite d'ailleurs, il avait écrit sa thèse de médecine, pour être docteur en médecine, et donc il l'avait donnée au jury, et il avait demandé au jury, est-ce que vous avez tout bien compris ce que j'ai écrit? Et le jury avait dit, on n'a rien compris. Ah bah c'est parfait, c'est ce que je voulais. Voilà, oui, c'est parfait. Voilà. Donc c'était à prendre ou à laisser, hein. C'était comme ça. Voilà. Ils n'ont pas compris, bah tant pis. Ils n'avaient qu'à la relire. C'est vrai qu'elle est compliquée la thèse de Lacan. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez lu, de la psychose paranoïaque dans ses rapports à la personnalité. Hein. Elle s'appelle comme ça, cette thèse-là. On l'a faite ici d'ailleurs, hein, on l'a épluchée ici longuement. Elle est aride, elle est extrêmement aride, faut le dire. Hein, il faut le dire. Il faut s'accrocher quoi. Il faut s'accrocher. Mais elle est intéressante, hein, elle est intéressante. Hein. Je ne vais pas vous la raconter là parce qu'on n'a pas le temps. Hein. On n'a pas le temps. Donc, alors il dit le père apparaît comme ghost, oui, comme spectre, quoi, comme spectre. Ah, il apparaît pas toutes les 5 minutes, le père, hein, comme spectre. Il apparaît, je sais pas, 1 ou 2 fois pour dire mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour tuer Claudius? Faudrait peut-être t'y mettre quand même, hein, parce que tu vas pas venger. Alors, il parle à un moment donné des enfants, Lacan, et ce qu'il dit est très juste. Il dit, c'est page 287, mais pas dans votre version à vous. Ne retenez pas la page parce que moi j'ai une autre version que celle-là. J'ai l'ancienne version du Seuil, et donc vous trouverez cette phrase de Lacan, enfin ce petit texte de Lacan sur les enfants. Il dit « L'enfant petit croit que ses parents, c'est tout de ses pensées. Il n'en est rien, il s'en aperçoit un peu plus tard. » Oui, vous savez, c'est la coalescence particulière, la fusion particulière. La fusion particulière entre la mère et l'enfant au tout début, il y a là une forme de coalescence, d'agglutination, si vous voulez, quelque chose de fermé. Hein, c'est un ensemble fermé. On pourrait appeler ça comme ça, un ensemble fermé. Un ensemble fermé. Et dans cet ensemble, l'enfant est persuadé que le savoir se partage en totalité entre lui et sa mère. Se partage en totalité entre lui et sa mère. Hein, et que donc il n'y a rien de caché, il n'y a aucun secret, et donc il est à l'aise par rapport à ça. Il est bien par rapport à ça, puisque tout ce que c'est sa mère, sa mère c'est tout de lui, et lui c'est toute sa mère, voilà. Après il y a une déconvenue, parce qu'il s'aperçoit, avant l'Édipe même, hein, au moment du stade du miroir et tout ça, bon, bien avant, à partir de entre 6 mois, 1 an, etc., c'est pas ça, ça marche pas tout à fait comme ça. Et la mère, Lacan, il l'appelle autre avec un A majuscule. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lacan, ce n'est pas évident de comprendre ce que ça veut dire l'autre, mais on peut l'expliquer de manière assez simple quand même. Hein. L'autre, ça désigne, si vous voulez, ce que Lacan appelle le trésor de signifiant. Ça veut dire que l'autre, c'est l'ensemble de tous les symboles de l'existence, tous les symboles de l'univers sont là. C'est le dictionnaire des dictionnaires, si vous voulez. Dans l'autre, il y a tout. Il y a tout. Il y a l'autre, c'est une totalité. Et c'est pour ça que l'autre, on ne peut pas le trouver dans un autre dictionnaire, puisque l'autre, c'est un espace infini. L'autre est infini. Il n'est pas accessible. Et c'est pour ça que Lacan l'écrivait comme ça, il mettait sujet et il mettait le A barré. Il mettait le A barré pour montrer que cet ordre symbolique-là, cette suite de symboles infinis, on n'y a accès que partiellement. Quand l'enfant arrive au monde, le petit, il a accès d'abord à son papa et sa maman, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, il dit papa, il dit maman d'abord, papa, et puis après il commence à nommer les objets vers 1 an, etc. Et puis vers 2 ans, il commence à faire des phrases et tout ça. Donc il ascensionne
dans le monde, il monte sur la scène du monde. Et donc, du coup, quand il se détache un petit peu de la mère pour arriver dans le monde, eh bien, il perd cette relation de totalité. Il la perd. Il perd cela. Il perd cette relation de totalité. Et donc, il s'aperçoit que la mère qui est l'autre, qu'il prenait pour un autre, il prenait la mère pour l'autre, il prenait la mère pour l'univers, pour une totalité parfaite, contenant tout sans restriction du tout, hein, sans aucune restriction. Et il s'aperçoit que ben, c'est pas vrai, que sa mère, quand il grandit, il s'aperçoit que sa mère ne sait pas tout de lui. Elle ne sait pas tout, des choses qu'elle ne sait pas. Et donc, Lacan avait cette phrase étonnante, il disait « l'autre peut mentir ». Alors on ne la comprend pas si on ne l'explique pas. On ne peut pas la comprendre, il peut mentir. Et oui, l'autre des astres, l'autre de l'univers, la totalité, ça peut mentir. Pourquoi? Parce qu'on n'y a pas accès en totalité. Donc il y a une part de cet autre-là, une part énorme de cet autre-là. On n'en attrape que quelques bribes hein, dans la vie, dans notre petite existence, dans notre petit passage sur Terre, on attrape un petit morceau de l'autre. Et le reste, c'est quoi? Eh bien, le reste, c'est l'inconscient, dit Lacan, voilà. C'est l'inconscient. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris hein, de Lacan, pratiquement. On peut arrêter le séminaire là, d'une certaine façon, quoi. Donc, l'enfant, vous voyez, il y a un moment charnière là où l'enfant constitue son inconscient, au moment où il s'aperçoit que sa maman, si c'est elle, c'est pas toujours une mère, hein, ça peut être quelqu'un d'autre, si sa maman ne sait pas, ne sait pas tout de lui, il y a des choses qui sont dans l'ombre, eh bien, qui sont derrière l'écran, eh bien, c'est ce qui va constituer l'inconscient de l'enfant. Voilà. Et c'est normal. Et c'est normal, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et cette part de lui auquel il n'a pas accès, son inconscient, ou très indirectement par le rêve, par les actes manqués, par les passages à l'acte, par les symptômes névrotiques, tout ce que vous voulez, on a accès comme ça, nous, à nos inconscients. Quand on rêve, on a accès à notre inconscient, par exemple. Ça, c'est facile. Hein, mais autrement, on n'y a pas accès. Et donc, eh bien, ne plus avoir accès, si vous voulez, à la totalité de l'autre, à la totalité de la mère, puis de l'autre, qu'on appelle l'autre, eh bien, c'est ça la castration. C'est ça la castration. C'est accepter, la castration, c'est accepter de ne plus avoir un savoir de totalité hein, et d'être manquant. On est manquant. Il y a quelque chose qui manque, mais c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que si vous avez quelque chose qui vous manque, ça c'est Lacan qui le dit, c'est très pertinent, très malin. Si vous avez quelque chose qui vous manque, eh bien vous êtes obligé de désirer. Vous êtes obligé de désirer. Si vous n'avez rien qui vous manque, vous ne désirez pas. Vous voyez, si vous n'avez pas de manque, vous ne désirez pas. Et donc, c'est ce qui arrive aux patients qui sont mélancoliques. Ça m'arrive d'en voir, pas souvent, mais il y en a quand même quelques-uns, des patients mélancoliques. Vous savez, un patient mélancolique, c'est quelqu'un qui est dans les abysses de la dépression, hein, qui est au plus profond de la dépression. Et les mélancoliques, ce sont des personnes qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est mourir. Parce que la vie leur semble totalement inutile et n'ayant aucun sens. Hein, aucun sens. Et donc, c'est des gens, quand ils sont hospitalisés, mes confrères psychiatres ici présents connaissent bien ça, il faut les surveiller comme le lait sur le feu, hein, parce qu'ils ont une seule obsession, c'est disparaître. Hein, disparaître. Et pourquoi pourquoi sont-ils mélancoliques? Parce qu'ils n'ont plus de manque. Ils n'ont plus d'objets qui causent leur désir. Il n'y a pas de manque. Il n'y a plus de manque. Et donc, ils ne désirent plus rien. Il n'y a plus de manque. Ils n'ont besoin de rien, sauf mourir, disparaître. C'est tout. Hein. Voilà, ça nous permet de digresser un petit peu quand on parle de ces choses-là. Mais c'est pas plus mal. Alors, on peut dire un petit mot d'Ophélie, quand même, parce que je vous ai dit un petit mot de To Be or Not To Be, qui se situe pas tout à fait au début de la pièce, mais c'est à l'acte 3. Un tout petit mot de l'acte 5, scène 1.
parce que Ophélie, elle a quand même un rôle important. Hein. Elle a quand même, c'est son amoureuse, donc à Hamlet fils, c'est son amoureuse quelque temps, jusqu'à qu'il la répudie dans les termes que je vous ai indiqués tout à l'heure, à savoir, d'une certaine façon, il lui dit, t'es une salope, d'une certaine façon. En gros, c'est ça. Hein. Comme tu es une salope, épouse un crétin, il va pas s'en rendre compte et il va pas devenir un pervers. Voilà. En gros, c'est ça, le discours de Hamlet à Ophélie. C'est pas très gracieux, hein. Donc c'est pas cool, quoi. Donc la pauvre Ophélie, elle en est meurtrie, terriblement meurtrie. Hein. Après, elle devient folle. J'allais dire, elle devient à moitié folle. Non, elle devient folle, complètement. Hein. Après qu'il lui ait dit, va dans un couvent, c'est ce que tu as de mieux à faire, ou trouve-toi un crétin, parce que moi, je t'aime pas. Voilà, elle est désespérée, Ophélie, hein, complètement désespérée, et elle se suicide. Hein. Alors on dit, il y a des gens qui disent non, elle s'est pas suicidée, elle est tombée en voulant cueillir une branche de saule, elle est tombée dans l'eau avec sa branche de saule dans la main. Mais en vérité, non. Enfin, Shakespeare laisse un petit peu le lecteur à son idée. Le lecteur peut se dire, elle s'est pas suicidée, c'est pas interdit. Elle est tombée accidentellement dans l'eau. Mais la thèse la plus retenue, c'est quand même le suicide. Hein. Vu les antécédents, vu l'atmosphère autour d'Ophélie, quand même. Et vous aurez quand vous aurez le bouquin, vous verrez, il y a un très beau tableau d'Ophélie qui flotte au fil de l'eau, comme ça. Elle est morte, hein. Elle flotte au fil de l'eau, allongée, dans sa robe blanche, avec des fleurs blanches partout. Il y a du bleu, c'est magnifique. Et je vous donne le nom du peintre quand même, parce que c'est superbe, vous pouvez voir cette peinture à Londres. Elle n'est pas en France, elle est à Londres. Et puis, il s'appelle John, je vous le cite parce qu'il mérite d'être cité quand même, hein, Everett, avec 2 T, Millais, M-I-2-L-A-I-S. John Everett Millais, c'est un Anglais du 19e, début 19e jusqu'à fin 19e, qui a peint ce tableau magnifique que vous trouverez dans le bouquin, et qui était un Anglais originaire de Jersey, et qui a vécu quelque temps en France, à Dinan. Il a vécu quelques années à Dinan, oui, je ne savais pas, mais j'ai lu ça. Et il était aussi photographe. Et donc, il tenait beaucoup à ce que ses peintures soient extrêmement précises. Et vous verrez que le tableau d'Ophélie, c'est extrêmement ciselé. C'est d'une précision même un peu terrifiante, hein, un peu macabre. C'est très beau à la fois, très beau. Hein. Ophélie au fil de l'eau, c'est très beau, mais ça fait un peu peur quand même. C'est une peinture qui peut faire peur, un petit peu. Mais il tenait à ça parce qu'il faisait des photographies de ses sujets, et ensuite il faisait des peintures à partir de ces photographies de la manière la plus exacte possible. Et il disait toujours, il faut arrêter de faire du surréalisme ou de je sais pas quoi, comme ça. Il faut revenir au pré-raphaélite, il appelait ça comme ça. Hein. Il faut revenir au peintre d'avant Raphaël, qui faisait des choses, qui peignaient de manière précise, etc. etc. Voilà, de manière rigoureuse, etc. Il faut être rigoureux. Voilà. C'est sa manière de voir les choses à ce monsieur, à ce peintre-là. Alors, Lacan dit à un moment donné, nous voyons apparaître. Oui, alors Ophélie, elle se suicide, et elle se suicide aussi d'une part parce que son amoureux l'insulte carrément, hein, et la répudie. Et puis aussi parce que à la fin de la pièce, bon, là j'avance un peu vite, mais à la fin de la pièce, Hamlet, dans le carnage généralisé, il tue Polonius, et Polonius c'est son père à Ophélie. Polonius c'est l'intendant du roi, c'est le conseiller du roi, Polonius, et il tue Polonius, mais sans le faire exprès. Sans le faire exprès, parce qu'il y a une tenture, et Polonius est derrière la tenture, et il est persuadé que c'est Claudius qui est derrière la tenture. Donc il enfile un grand coup d'épée dans le bide de la personne qui est derrière la tenture. Manque de bol, c'est pas Claudius, c'est Polonius. Raté. Et Polonius, c'est le père d'Ophélie, donc elle n'est pas contente. On peut le comprendre. Hein. Et d'ailleurs, elle se suicide tout de suite après. Elle se suicide tout après que Hamlet lui ait déclamé son non-amour, son désamour, elle apprend la mort de son père, et là c'est trop,
la coupe est pleine, elle se balance dans la flotte. Voilà, je veux dire. Comme ça, vous avez un peu la trame de la pièce aussi, quand même, un petit peu, en partie. Mais des choses importantes, quand même. Hein. Les éléments les plus importants. Je vous les donne quand même, parce que sinon, c'est difficile de comprendre ce que raconte Lacan, quand même. Hein. Et donc, alors il dit, ouais, c'est là qu'il dit aussi, page 293, dans l'édition du Seuil, hein, ne retenez pas la page, cet acte n'a rien à faire quand il ne peut pas assassiner Claudius. C'est là qu'il dit, cet acte n'a rien à faire avec l'acte édipien. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il le dit. Et il fait un parallèle, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que oui, il est 7h30 déjà. Hein. Il fait un parallèle, voilà, là, encore une ramification, vous voyez, encore une ramification qui arrive. Donc dans le cimetière, oui, je ne vous ai pas raconté, mais dans le cimetière, Ophélie, on enterre Ophélie, et là, c'est l'acte 5, scène 1, c'est l'acte 5, scène 1, c'est l'enterrement d'Ophélie, et tout le monde se marre là-dedans. Tout le monde se marre, y compris Hamlet. Et les fossoyeurs s'amusent à se jeter des crânes. C'est un jeu un peu étrange. Hein, ouais. Ils s'amusent à se jeter des crânes. Et Hamlet, non, ça le bouleverse pas spécialement. Hein, il est assez froid. Il s'en fout un peu. Et il dit même, les fossoyeurs disent des choses horribles sur Ophélie, qui est suicidée quand même. Il pourrait avoir un peu de respect, on imagine. Mais pas du tout. Pas du tout. Je sais pas trop ce qu'ils disent, mais des horreurs sur Ophélie, quoi, en plein enterrement, quoi. Hein. Et Hamlet, il participe à ça. Et c'est là qu'il a un crâne dans la main. Mais il dit pas to be or to be à ce moment-là, pas du tout. Au contraire, il est plutôt goguenard. Vous voyez? Il est plutôt goguenard. Pardon. Oui, tout à fait. Le bouffon du roi. Oui. Il reconnaît un crâne. Hamlet, c'est fort, hein. Il reconnaît un crâne, il dit c'est le crâne de Ulrich, le bouffon de mon père. Oui, c'est ça, il le reconnaît. Et il s'adresse à lui, je crois, il s'adresse à lui, hein, je crois, il lui parle. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Il lui parle, mais il lui dit pas to be or not to be, hein, c'est pas là. Beaucoup de gens confondent ça. Et je vous dis, il y a beaucoup de graphismes où on voit Hamlet avec le crâne dans la main et qui dit to be or not to be. Ça n'a pas existé, ça. Oui, oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est vrai. Une petite incidente avant d'arriver à Édipe, c'est que Lacan dit que finalement, Hamlet a en horreur la féminité. A en horreur la féminité. Mais pourquoi? Parce que la féminité lui fait peur. Il a peur de la castration, et donc il ne supporte pas la féminité, et c'est bien ce qui fait comprendre à Ophélie. Quand il lui dit rentre au couvent, comme ça tu seras habillé en nonne, on verra même pas que tu es une femme, même plus que tu es une femme, etc. Et puis de toute façon, si un jour tu étais mère, ce serait l'horreur, tu serais moche, tu serais grosse, etc. Enfin bon, il lui balance des tas de choses comme ça. Il a une horreur, une peur panique de la féminité, parce que ça le ramène à cette peur de la castration. Hein. Et donc du coup, c'est encore un empêchement, ça aussi. Hein, vous voyez, tout fait qu'il ne peut pas agir, quoi. Hein, tout fait qu'il ne peut pas agir. Et rappelez-vous cette phrase de Lacan qui est dans le texte là. Il dit, hein, Hamlet n'agit pas, c'est là le cœur de tout. Le fait qu'Hamlet n'agisse pas, c'est le cœur de la pièce, mais aussi du séminaire de Lacan. C'est ça le cœur. Et donc on tourne un petit peu autour de ça. Alors il ramène Édipe. Parce que c'est assez amusant quand même. Enfin amusant, pas tellement, mais je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Édipe. J'ai pas le temps de vous la raconter non plus en entier. C'est pas possible. Hein. Non, c'est pas possible. Parce que Édipe c'est long quand même. Hein. Enfin, vous vous rappelez quand même globalement. Hein, Édipe, il a une histoire assez compliquée. Hein. Il naît d'un roi et d'une reine. Bon, d'accord. Mais manque de bol. Il y a des oracles qui viennent parler au roi et à la reine et leur dire, vous savez, votre fils, hein, il est bien gentil, mais il va vous tuer. Il va tuer vous, le père, il va vous tuer. Et ensuite, à la mère, il dit, il couchera avec vous. Donc, les parents d'Édipe se disent, oh là là, que c'est que ce fiston, là? On n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc, il le balance dans la campagne de la Grèce, sur un mont, il l'attache à un arbre.
et à sa cheville, avec une corde attachée à sa cheville. Et son pied enfle. Et Oedipe en Grèce, ça veut dire pied enflé. C'est pour ça qu'il s'appelle Oedipe, hein, parce qu'il a été attaché à un arbre très serré à sa cheville. Et puis alors, il est recueilli par un autre couple de rois et de reines. Il y a du bol quand même. Hein. Il est recueilli par un autre couple de rois et de reines. Et puis, ça se passe très bien pendant pas mal d'années. On ne sait pas si c'est des dizaines d'années, des centaines d'années ou des milliers d'années. On n'en sait rien, c'est pas grave. C'est le temps mythologique, hein, ça n'a pas d'importance. Et donc, au bout d'un certain temps, le roi et la reine qui l'ont recueilli, on vend un petit peu de ce qu'a dit l'oracle. Pas Édipe. Édipe ne sait rien. Mais ils ont vent que, éventuellement, cet enfant-là, ce jeune-là, parce qu'il est peut-être devenu un peu plus qu'un enfant, oui, il est devenu plus qu'un enfant, il est un adulte, il pourrait tuer le père et vouloir coucher avec la mère. Donc eux aussi, ils lui disent, bah écoute, plus gentiment quand même, ils vont pas l'attacher à un arbre en haut de la colline. Non, non, ils lui disent assez gentiment, ça serait mieux que tu partes maintenant que tu es grand, etc. Va te promener un petit peu, va prendre l'air. Hein. Voilà, en gros, ils disent ça, quoi. C'est ce que fait Édipe, il va prendre l'air, il part en char avec ses chevaux, et puis à un croisement, il tape dans un autre char, et il s'engueule, accident de bagnole, quoi, si vous voulez, quoi, hein, refus de priorité. Et donc, il engueule l'autre char, le mec de l'autre char, espèce de con, etc. Des invectives, et puis l'autre l'invective aussi, et il tue le conducteur du char adverse. Voilà. Il n'y a pas de constat amiable, rien du tout. Il continue son chemin, parce que c'est pas très grave, il a tué un mec. Bon, dans la mythologie, vous savez, elle est morte. Bon. Et donc, mythologie grecque. Et donc, il continue son chemin, et il rencontre on dit toujours, il rencontre un sphinx. Non, c'est pas un sphinx, c'est une sphinge. Hein. Il rencontre la femme du sphinx, une sphinge. Un sphinx femelle, qui lui pose une énigme. Alors, l'énigme, je ne la dis pas, j'ai pas le temps aujourd'hui, mais elle est très simple, l'énigme, tout le monde la connaît, vous pouvez la trouver sur Internet. Elle est très simple, et Édipe la résout. La sphinge lui dit, si tu résous mon énigme, Athènes, où tu vas, sera sauvée. Si tu ne la résous pas, elle sera maudite. Parce que ça faisait longtemps que cette sphinge infligeait tous les maux, MAUX, tous les coups tordus aux Athéniens, qui vivaient dans l'angoisse tout le temps de cette sphinge qui les emmerdait, quoi. Hein. Et donc, il avait dit à Édipe, si tu trouves l'énigme, je débarrasserai le plancher. Voilà. Et vous n'entendrez plus parler de moi. Et puis voilà. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe puisque Édipe a réussi à trouver la solution de l'énigme, qui d'ailleurs pas tellement compliquée. Et puis vous la lirez. Et il poursuit son chemin. Et donc il arrive à Athènes. On lui dit, le roi est mort. Alors comme tu nous as sauvés de la sphinge, est-ce que tu veux devenir notre roi? Oh ben dit d'accord. C'est plutôt sympa, c'est plutôt cool ça. Donc il prend la place du roi, voilà. Et puis après, le peuple bienveillant lui dit, bah écoute, si tu es roi, bah, maintenant il faut que tu épouses la reine. C'est normal. Faut que tu épouses la reine. Il dit, bon, d'accord, c'est sympa ça aussi. Et donc il épouse la reine, qui s'appelle Jocaste. Et donc, alors ça se passe bien pendant là aussi, on ne sait pas, des dizaines, des centaines, des milliers d'années, le temps mythologique encore. Ça se passe très bien. Il est vénéré, etc. Tout va bien. Jusqu'à un jour où il apprend aussi là, par le biais indirect d'un oracle, qu'en fait, il a tué son père, que le conducteur du char dont il a tué le conducteur, justement, que le char dont il a tué le conducteur, eh bien, ce conducteur, c'était son père. C'était Laios. Il s'appelle Laios, son père. Laios, il a tué son père. Il a tué son père, mais il ne le savait pas. Il ne le sait pas. Et ensuite, il apprend indirectement, très longtemps après, hein, très longtemps après une vie paisible et irénéenne, et sereine, eh bien, il épouse sa mère, et non seulement il épouse sa mère, mais il a des enfants avec sa mère. Il a une fille, Antigone, et deux fils. Et puis un jour, donc, comme je vous dis, par un oracle, hein, peut-être indirect,
Il apprend qu'il a tué son père et que la personne avec qui il est marié, avec qui il a eu des enfants, c'est sa mère. Oh, alors là, c'est l'horreur absolue. Donc, Lacan dit, Édipe ne savait rien. Si je vous en parle, c'est par rapport au chapitre. Hein. Édipe ne savait rien, ce qui est vrai, il savait rien. C'est les oracles qui savaient tout. Hein. C'est les oracles qui savaient tout, mais Édipe, lui, il savait absolument rien. Alors que Hamlet savait tout. Ben oui, rien n'est caché à Hamlet, le meurtre du père, etc. Le fait que Gertrude, sa mère, ait épousé Claudius de manière incestueuse, ça, il le sait, tout ça, il le sait tout de suite. Il le sait tout de suite. Hamlet sait tout. Et il rajoute même, Édipe ne savait rien, mais il agit. À la fin, il agit, Édipe, je vais vous dire comment. Et Hamlet sait tout et n'agit pas. Écrivez ces phrases-là, parce que cette phrase-là, elle est clé. Hein. Ces deux phrases-là, elles sont clés dans le chapitre 1. Je dirais qu'elles sont métoniquement la métaphore de tout le chapitre, quoi, hein, même de tout le bouquin, quoi. Hein. Édipe ne savait rien, mais il agit, et Hamlet sait tout, mais il n'agit pas. Ah, ok, c'est lumineux, ça c'est Lacan qui dit ça. Hein. C'est Lacan, hein, c'est pas Freud. Et c'est assez admirable hein, d'avoir trouvé cette formule-là, parce que de fait, Édipe, il savait absolument pas qu'il avait tué son père et qu'il avait couché avec sa mère, il ne le savait pas. Mais à la fin, quand il le sait, il agit. Oui, comment est-ce qu'il agit? Eh bien, il se crève les yeux. Hein, il se crève les yeux. Comment? Avec une broche qui trouve sur la poitrine de sa mère, Jocaste. Il prend la broche, il se crève les yeux parce qu'il ne peut pas voir l'horreur de ce qu'il a commis. L'horreur. Lui, il ne commet pas le crime d'exister. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Hein. Hamlet commet le crime d'exister. Édipe ne commet pas le crime d'exister. Parce qu'après, il se crève les yeux et il part pour mourir dans un autre lieu, hein, avec sa fille Antigone. Il s'en va pour un voyage, pour aller mourir, c'est à Colonne, hein, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, à Colonne. C'est pas très loin, d'ailleurs, ça se passe un peu dans la banlieue d'Athènes, hein, c'est pas à Perpète, hein. Ils y vont à pied, pour mourir. Il disparaît d'ailleurs sans un bruit, on sait pas comment il disparaît, d'ailleurs, Édipe, on ne sait pas, personne ne sait, parce que personne n'assiste, même pas Antigone. Antigone, elle est là, mais elle se tourne. Et donc, on ne sait pas, est-ce qu'il est envahi, enfin entraîné dans les entrailles de la Terre? Peut-être, on ne sait pas, en tout cas il disparaît. Donc, d'une certaine façon, on ne sait pas comment Édipe meurt, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il disparaît. Il disparaît. Et donc, il ne savait rien et il agit, oui, c'est ça, il agit en se crevant les yeux et en partant pour mourir. Il décide de mourir, donc il agit. Lui, il tue, il se tue lui-même, vous voyez? C'est tout le contraire d'Hamlet. C'est tout le contraire d'Hamlet. C'est pour ça que c'est intéressant que le parallèle que fait Lacan, il est très, très pertinent, très précis. Et il agit avec la broche de sa mère d'ailleurs, qui en profite pour se pendre. Donc c'est pas folichon comme fin non plus. Hein. Donc c'est aussi le carnage hein, chez Édipe. Hein. Il y a un peu moins, c'est un peu moins de sang que dans. Enfin, il y en a pas mal quand même. Hein. On pourrait comparer, mais bon, c'est aussi un carnage. Alors que Hamlet sait tout, mais il n'agit pas. Hamlet, il n'agit qu'à la fin parce qu'il réussit à tuer Claudius juste à la fin de la pièce. Et là, il arrive à agir un tout petit peu. Comment? Eh bien, en disant, d'une certaine façon, là, je mets ça à ma sauce, mais en disant à Claudius, d'une certaine façon, que tu n'es qu'un immonde salaud, quoi. Hein. C'est ça qu'il lui dit, en fait. Hein. Il le traite d'incestueux, méprisable, une bordée d'insultes avant de le trucider. Mais manque de bol, en trucidant Claudius, avec une épée empoisonnée qui lui appartenait pas, qui appartenait au frère d'Ophélie, qui s'appelle Laërte. Enfin bon, je ne vais pas vous empoisonner avec 1000 personnages. Et lui aussi, il se blesse avec cette épée et il meurt. Et il meurt aussi. Et donc finalement, il a réussi à agir à la fin de la pièce. Il a réussi à agir, mais vraiment à la fin, quoi. À la fin. Parce que là, tout d'un coup, il sait, quoi. Il sait. De par la mort de Claudius, il a accompli l'acte de son père
Et il sait que son père en sera éventuellement content, je sais pas, parce qu'après, la pièce s'arrête là, hein. La pièce s'arrête là, donc on peut pas broder après sur ça. Bon, bah, je crois que je vais pas tarder à m'arrêter, même si j'avais pas, oui, c'est ça, il lui dit, à la fin, il dit ça, Hamlet à Claudius, avant de l'empaler avec son épée. Voici toi, l'incestueux meurtrier, bois cette potion. Oui, c'est ça, il se contente pas de le transpercer, il lui donne du vin empoisonné. Du vin empoisonné. Et également à Gertrude, d'ailleurs aussi, sa mère. Sa mère. Sa mère, elle boit du vin empoisonné à grande lampée. Oh. Et Laërte se blesse aussi avec l'épée empoisonnée. Donc il meurt, le frère d'Ophélie. Polonius, il est tué par erreur, hein, par Hamlet, qui le transperce le voile qui le sépare de Polonius, parce qu'il croit que c'est Claudius, mais c'est pas Claudius, c'est Polonius. En fait, tout le monde est mort, sauf ce pauvre Horatio qui arrive dans cet endroit où il n'y a que des morts, il y a que des morts et du sang partout. Hein. Donc c'est pas une pièce très gaie, hein, la pièce d'Hamlet. Hein. Donc je vous en ai dit quand même pas mal aujourd'hui. Hein, franchement, je vais pas vous bassiner plus parce que c'est quand même assez lourd. Hein. Je vous demande seulement une seule chose, c'est que si, parce que notre association est une petite association et par rapport au séminaire, nous faisons une diffusion, bien sûr, hein, de l'information par des petites affichettes, des choses comme ça, mais on a une diffusion qui est relativement pauvre. Donc si vous avez l'occasion d'en parler à des gens qui seraient intéressés, n'hésitez pas à en parler. Il y a encore de la place, comme vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc on peut accueillir avec plaisir, avec grand plaisir, encore d'autres personnes. Et même si elles viennent à la deuxième séance, moi je m'arrange pour qu'elles comprennent aussi ce que je peux raconter. Voilà, maintenant on va faire la distribution des bouquins. Il est l'heure de le faire, hein. Il est temps de le faire.